Le gros du contentieux, alors je parle du contentieux, je ne parle pas du conseil, hein. Le gros du contentieux, c'est le contentieux de masse, c'est le droit des personnes, le droit de la famille, tout ce qui est divorce, avant divorce, après divorce, et le contentieux pénal. Ça, c'est le contentieux de masse. C'est le contentieux économiquement sans doute le moins rentable, pour prendre un mot peut-être un peu vulgaire, mais réel. C'est le contentieux sur lequel il y a le plus d'avocats. Et donc, si mon fils voulait être avocat demain, je ne lui conseillerais pas de faire ça. Sauf s'il a la vocation, hein. Vous avez des gens qui, et Dieu merci, ça existe, vous avez des gens qui deviennent avocats pour qui les critères économiques ne sont pas des critères déterminants, qui veulent devenir avocats parce qu'ils ont la vocation de pénaliste, par exemple. Leur souhait, leur passion, leur envie, c'est de défendre des gens devant les juridictions. C'est respectable et tant mieux, il y a des gens comme ça. Maintenant, si on analyse l'entrée dans la profession d'avocat sous un angle économique, il y a effectivement des secteurs plus porteurs que d'autres, parce que moins occupés. Par exemple, tout le secteur du droit public, qui est un secteur important. Le droit public, c'est tout ce qui concerne les règles des institutions publiques. Par exemple, le conseil aux communes. Vous savez que les communes, elles prennent des décisions qui peuvent être remises en cause devant les juridictions administratives. Et donc, tous les responsables communaux, tous les maires, lorsqu'ils vont prendre une décision, ils ont besoin d'être conseillés par quelqu'un qui connaît le droit public et qui va leur dire « oui, vous pouvez prendre telle décision en matière d'urbanisme, non, vous ne pouvez pas le faire ». Donc là, il y a un véritable marché, entre guillemets, important, très intéressant sur le plan intellectuel, et qui est aussi économiquement très, très intéressant. Et donc ça, si votre fils ou quelqu'un, ou vous-même voulez devenir avocat, c'est une voie qui peut être intéressante. De la même façon, il y a un secteur qui est aussi intéressant, c'est le secteur du droit de l'environnement. Je ne dirai rien d'original en disant que c'est un secteur en pleine expansion dans notre société. La protection de l'environnement, toutes les règles relatives à la protection de l'eau, etc., sont des choses extrêmement importantes. Et là, il y a aussi, comment dirais-je, une voie tout à fait passionnante. Le domaine de Maître Tocquet, qui est le conseil aux entreprises, est un domaine extrêmement riche également. C'est économiquement alors intellectuellement très intéressant, parce qu'on est quand même aux côtés des chefs d'entreprise, on accompagne l'entreprise dans son développement, dans sa politique, par exemple, de rachat, etc. Et puis, il y a une variété de contentieux, il y a une variété d'activités extrêmement intéressantes, et économiquement aussi intéressantes. Le droit du travail est aussi un droit d'une richesse extraordinaire. On parle toujours de ça un peu partout. Moi, je regardais l'autre jour, j'ai un code du travail de 1988. C'était comme ça, tout petit. Je regardais le code du travail de 2014, il est comme ça. Donc, il y a de la matière, si j'ose dire, pour à la fois du conseil et en même temps du contentieux. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Et juste pour compléter les propos du bâtonnier Graïc, il y a aussi des nouveaux secteurs d'activité qui se développent pas encore trop à Saint-Brieuc, mais à Rennes, par exemple, il y a, je pense à un cabinet qui fait que ça, et qui, à mon avis, est sûrement une voie d'avenir. C'est tout ce qui est droit spécifiquement, mais ultra spécifiquement, des nouvelles technologies, avec droit de l'Internet. Enfin, j'avoue que c'est un secteur que je ne maîtrise pas trop, mais il y a des secteurs comme ça qui existent depuis peu et qui se développent bien parce que, avec les évolutions de la société, des moyens de communication, etc., et tout le droit que ça crée et tout le contentieux que ça peut générer. Donc il y a un cabinet à Rennes, par exemple, qui est spécialisé uniquement là-dessus et qui arrive à vivre en ne faisant que ça. Après, sur Saint-Brieuc, c'est vrai que c'est plus difficile d'être hyper spécialisé parce qu'on a un bassin qui est plus restreint, mais en allant sur des villes plus grandes, on peut arriver sur des niches comme ça qui ne sont occupées par quasiment personne et qui permettent de développer une activité très spécifique. Et vous savez, notre société est une société hyper juridique, en fait. Le droit est partout. Et donc, il n'y a pas un secteur de la vie sociale dans lequel il n'y a pas des règles de droit. Et donc, il n'y a pas un secteur de la vie sociale qui ne soit un jour confronté à un problème de nature juridique.
Donc il y a une très très grande variété de possibilités. L'étudiant candidat au métier d'avocat obtient le CAPA, donc le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Plusieurs possibilités s'offrent à lui. Il peut, juridiquement, il peut s'installer, il met sa plaque sur un mur, il ouvre un bureau et puis un cabinet d'avocat, et il peut exercer à titre individuel, de façon libérale. C'est tout à fait possible. C'est un peu compliqué parce que pas d'expérience, pas de clientèle, ça peut se révéler un peu difficile, d'autant plus que la publicité est interdite, l'information ne l'est pas, mais la publicité est interdite, et donc on ne peut pas aller frapper aux portes, distribuer les prospectus pour dire je m'installe, venez me voir. Donc le jeune avocat qui met sa plaque sur un mur et ouvre son cabinet à la sortie de l'école, il entame un parcours du combattant qui peut se révéler assez difficile. Donc deuxième hypothèse, qui est la plus fréquente, le jeune diplômé, il va chercher un cabinet qui va l'engager, entre guillemets, soit comme collaborateur libéral, soit comme collaborateur salarié, soit éventuellement, pourquoi pas, comme associé, c'est possible aussi. Hein. Mais la voie traditionnelle, c'est on entre d'abord comme collaborateur, et puis lorsque l'on est intégré au cabinet et que je dirais, le mariage à l'essai a été satisfaisant, ben bien souvent, le collaborateur devient associé du cabinet avec les autres titulaires. Le collaborateur, c'est quelqu'un qui est un travailleur libéral également et qui reçoit ce qu'on appelle une rétrocession d'honoraires. Il y a un contrat de collaboration qui est passé entre le cabinet et le collaborateur. Ce collaborateur reçoit chaque mois une rétrocession d'honoraires, qui est donc une ressource de nature libérale. Et puis, son contrat prévoit également qu'il a la possibilité de développer une clientèle personnelle. C'est-à-dire qu'il travaille pour le cabinet, pour les avocats du cabinet, il reçoit une rétrocession d'honoraires, et parallèlement, il a le droit d'avoir des clients personnels. Et il commence comme ça à développer sa propre clientèle. À Saint-Brieuc, le niveau de rémunération d'un collaborateur de première année est de 1 900 € hors taxe. Donc le jeune homme ou la jeune fille qui sort de l'école et qui intègre un cabinet d'avocats sait qu'elle percevra, parce que c'est le minimum prévu par le Conseil de l'Ordre, sait qu'il ou qu'elle percevra une rétrocession d'honoraires de 1 900 € par mois, plus les honoraires qu'il percevra de ses clients personnels. Ou vous pouvez avoir la collaboration salariée, auquel cas, là, c'est le régime du salariat, il y a une rémunération mensuelle, qui ne peut pas être inférieure non plus à ce que serait celle d'un collaborateur libéral, mais qui peut être supérieure. Et puis, il y a des gens qui, maintenant, choisissent d'avoir ce statut de collaborateur salarié de façon durable. Hein. Voilà les perspectives qui peuvent s'offrir à un jeune homme ou à une jeune fille qui sort de l'école d'avocat. C'est quelquefois difficile de trouver une collaboration. Alors, c'est très curieux. Non, ça se comprend, mais la plupart, dans une ville comme Saint-Brieuc, c'est quelquefois difficile de trouver un collaborateur. Parce que les étudiants, ils ne veulent pas venir. Alors, je ne vous parle pas de Guingamp. Moi, j'ai été bâtonnier de Guingamp et mon cabinet, j'ai un cabinet à Guingamp et à Saint-Brieuc. À l'époque où le tribunal de grande instance de Guingamp existait, les avocats de Guingamp avaient du mal à trouver des collaborateurs qui veuillent, des jeunes gens, donc qui avaient entre 25 et 30 ans, qui voulaient bien venir s'installer à Guingamp. Ils préfèrent tous rester à Rennes ou aller à Nantes. Et donc, c'est quelquefois difficile pour des avocats dans des petits barreaux, des barreaux moyens, de trouver des collaborateurs. Et à l'inverse, c'est difficile pour les étudiants de trouver une collaboration à Rennes ou à Nantes. Lorsque vous sortez de l'école, par exemple, vous trouvez une collaboration à Saint-Brieuc, vous allez solliciter votre inscription au barreau de Saint-Brieuc. Vous allez présenter une demande au Conseil de l'Ordre. Le Conseil de l'Ordre dont nous faisons partie va se réunir et va dire Mademoiselle Intel, elle remplit toutes les conditions pour être inscrite, il n'y a pas de problème, elle a son diplôme, elle remplit les conditions de moralité nécessaires, elle a un contrat de collaboration avec tel cabinet, donc elle s'inscrit au barreau. Donc on l'inscrit à une date. 6 mois après, elle a trouvé mieux à Rennes. Elle demande à quitter le barreau de Saint-Brieuc, on transmet son dossier à Rennes, et elle s'inscrit à Rennes. Voilà.
Non, il y a des avocats qui changent très souvent, enfin qui changent souvent de barreau. Il y en a qui restent dans le même barreau toute leur carrière, hein. Il y a différentes matières, matière pénale, matière sociale, matière civile. Matière pénale, n'importe quel avocat français peut aller plaider dans n'importe quel tribunal français sans aucun intermédiaire. Si demain j'ai un client qui, c'est le cas, va être jugé à Thonon-les-Bains, je l'accompagne à Thonon-les-Bains, je me présente au bâtonnier pour lui dire bonjour, je me présente au magistrat et je plaide mon dossier sans autre forme de procès, c'est aussi simple que ça. Si par contre il s'agit d'une matière que l'on appelle dans notre jargon avec représentation obligatoire, c'est-à-dire un dossier contentieux qui vient devant la chambre civile du tribunal de grande instance. La représentation obligatoire fait qu'il doit y avoir intervention d'un avocat inscrit au barreau concerné. Prenons le cas d'une affaire qui vient devant la chambre civile du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc et le demandeur est un Parisien qui a un avocat parisien et le défendeur est un monsieur ou une dame de Toulouse qui a un avocat de Toulouse. Eh bien, le confrère de Paris comme le confrère de Toulouse vont devoir avoir recours pour postuler à un avocat inscrit auprès du barreau de Saint-Brieuc. C'est-à-dire que dans le dossier, vous aurez un avocat postulant pour le confrère de Paris, un avocat postulant, qui sont donc des avocats inscrits au barreau de Saint-Brieuc, pour le confrère de Toulouse. Quelle est leur fonction? Ce n'est pas eux qui traitent le fond du dossier. Les arguments de droit, la pertinence de l'argumentaire, etc. C'est le confrère parisien, le confrère de Toulouse qui vont le faire. Mais par contre, ce que l'on appelle la mise en état de la procédure, c'est-à-dire aller aux audiences de mise en état où on donne nos conclusions, où le magistrat nous dit « je vous donne injonction de conclure pour le mois prochain », etc. Ce sont les avocats locaux qui le font. Et leur présence est obligatoire. La loi est comme ça, la procédure civile est comme ça. Lorsque c'est une affaire inscrite au rôle du tribunal de grande instance en matière civile, il y a une représentation obligatoire. Ça n'est pas le cas en matière de droit du travail, par exemple. On peut aller plaider devant n'importe quel conseil de prud'homme. Ça n'est pas le cas non plus en matière pénale, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais dès que la loi, la procédure prévoit une représentation obligatoire, à chaque fois que l'affaire vient devant une juridiction, donc tribunal de grande instance, il faut qu'il y ait un postulant avocat inscrit au barreau. C'est le principe de la représentation obligatoire. Les cabinets d'avocats peuvent avoir des formes sociales différentes. Il y a le travailleur indépendant, hein, exercice libéral de la profession. Je m'installe comme avocat, je suis comme un artisan, exactement pareil. Donc, je peux avoir des salariés, je peux avoir un collaborateur. Bon. Et ce collaborateur, au bout de quelques années, il peut avoir envie de s'associer avec moi. À ce moment-là, on va pouvoir, lui et moi, créer une structure, par exemple une société civile professionnelle. Et là, comme il devient mon égal en quelque sorte, je vais pouvoir lui faire payer un droit d'entrée ou lui faire payer des droits pour acquérir des parts. Bon. Vous pouvez avoir des cabinets d'avocats qui sont organisés donc sous forme de SCP, par exemple, ou sous forme de CELARL, c'est-à-dire Société d'exercice libéral à responsabilité limitée. Lorsqu'un jeune collaborateur arrive dans une CELARL où il y a 3 ou 4 associés, il rentre comme collaborateur, il perçoit l'indemnité que je vous disais tout à l'heure, il ne paye rien. Mais au bout de quelques années, si nous, associés, on trouve que c'est quelqu'un de valable et qu'on a envie qu'il s'attache au cabinet et qu'il y reste, on va lui proposer d'entrer au capital. Et donc chacun d'entre nous, ou l'un d'entre nous, peut-être le plus vieux qui veut prendre sa retraite, va lui céder ses parts. Et à ce moment-là, il va les acheter. Voilà. Mais bon, il faut également démystifier un certain nombre de choses. Hein. Des parts de cabinet d'avocats, ça n'a pas une valeur extraordinaire. Pour une raison simple, si vous voulez, c'est que ce que ça représente est assez imperceptible. C'est encore plus vrai dans un cabinet individuel. Vous vendez une clientèle, mais cette clientèle est souvent attachée à vous. Et celui qui achète la clientèle, une fois que vous êtes parti, il ne faut pas qu'il fasse un marché de dupes non plus. Vos clients, ils étaient attachés à vous, et puis vous avez vendu à un plus jeune, et puis ils ne reviennent pas.
Donc la valorisation de la clientèle est un critère assez difficile à trouver. Je vous disais tout à l'heure, hein, le barreau de Saint-Brieuc, qui est normal par rapport aux autres, qui est représentatif du barreau français, féminin, jeune, moyenne d'âge un peu supérieure à 40 ans, ou 40 ans, enfin, dans ces eaux-là. Ça veut dire que, par exemple, l'année dernière, je sais pas, on a intégré 5 ou 6 jeunes qui sortaient de l'école, quoi. Donc, je pense que certains d'entre eux, ils sont inscrits à Saint-Brieuc, ils finiront leur carrière peut-être à Saint-Brieuc dans 40 ans, hein, ou dans 35 ans. Et puis d'autres en cours de route parce que le métier d'avocat ne les satisfait plus, parce qu'ils n'y trouvent plus d'intérêt, parce qu'économiquement, on leur a proposé quelque chose qui les satisfaisait mieux. Ils vont quitter le barreau, ils vont aller faire autre chose. Ce qui ne leur interdit pas d'ailleurs, quelques années après, s'ils ont envie de revenir. Hein. Ce n'est pas interdit. À partir du moment où vous êtes diplômé, vous pouvez très bien quitter, aller faire une expérience professionnelle ailleurs et puis revenir ensuite. C'est pas exclu. Maintenant, si vous avez l'ambition d'être avocat, de vous faire une clientèle, bref, de créer votre entreprise d'avocat et de la faire prospérer, il ne faut pas non plus trop changer de circuit. Hein. Il faut essayer de... Parce que, je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas le droit de faire de publicité, même si on a le droit de faire de l'information. C'est vrai que si vous cliquez aujourd'hui sur certains cabinets, vous allez trouver des sites avec des jolies choses bien faites où on explique combien on est bon et combien on a raison de venir nous voir. Mais se créer une clientèle d'avocats, c'est un travail de longue haleine, quoi. Vous mettez votre plaque, vous êtes collaborateur pendant un certain temps, vous avez acquis un savoir-faire, une expérience, puis vous décidez de voler de vos propres ailes. Vous quittez le cabinet dans lequel vous êtes collaborateur et vous dites je vais mettre ma plaque et je vais devenir avocat. Tout seul, indépendant. Il faut des années pour se faire une clientèle. Des années, des années. Parce que, à la différence, dans le métier de Corinne, lorsque une entreprise est avec vous, vous l'accompagnez pendant des années, parce que vous lui faites du conseil dans différents domaines. Mais quand vous êtes dans l'activité judiciaire qui est la mienne, les gens, ils n'ont qu'une envie, c'est d'avoir un seul contentieux dans leur vie, hein, et pas plusieurs. Lorsque vous avez résolu leur affaire, hop, moins je vous vois, mon cher maître, mieux je me porte. Et donc, vous ne fabriquez pas une clientèle récurrente. Ce n'est que le bouche à oreille. Si vous avez été bon avocat, si vous avez été sympa, si votre client a le sentiment que vous l'avez bien défendu, dans les repas de famille, il va dire « ouais, j'étais chez maître Intel, c'est vraiment un type bien ». Et puis voilà, c'est comme ça que ça se fait. Mais ça demande 10 ans pour se faire une clientèle qui vous permet d'acquérir un certain niveau de rémunération et de résultats.